Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons parler de la LICRA, des combats de la LICRA avec deux auteurs que je n'ai presque plus envie de présenter tant ils sont connus de la communauté juive et ailleurs. Je vais dire tout de suite bonjour à Jean-Pierre Alali. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre et à Haïm Musican. Bonjour Haïm. Bonjour Monique. Alors, le point qui vous relie, c'est que vous êtes tous les deux journalistes, vous êtes tous les deux écrivains et vous êtes tous les deux membres actifs, aussi bien du CRIF que du Bnei Brit de France. Et là, vous nous arrivez avec un livre qui a paru aux éditions Glyph, Les combats de la LICRA. Ce n'est pas moi qui vais parler de la LICRA, je vais tout de suite vous donner la parole. Lequel des deux veut parler de 1927 ? Oui, en fait, 1927 est une date très très importante et très symbolique, même s'il y a des contestations de certains historiens sur la date réelle de dépôt en préfecture de police de l'association Ligue internationale contre les pogroms, qui plus tard deviendra la LICA et qui encore plus tard deviendra la LICRA, même s'il y a donc une petite contestation des historiens. On considère généralement que la LICRA, dont la Ligue internationale contre les pogroms qui est son ancêtre, a été créée il y a exactement 90 ans, en 1927, à la suite d'un procès retentissant qui a été effectivement le procès de Samuel Schwarzbach, qui a été le vengeur, l'assassin de l'ataman Petliura, l'ataman de l'Ukraine, Simon Petliura, que son assassin, donc considéré comme étant un grand criminel qui avait, disons, sur les mains le sang de millions ou de milliers ou de centaines de milliers de juifs. C'est quelque chose également qui a été débattu par la suite par des historiens comme Léon Poliakov et d'autres. Le fait est que c'est à cette occasion qu'un journaliste qui s'appelle ou qui s'appelait Bernard Lecache, qui avait assisté au procès, a décidé avec des amis à lui de créer une ligue, la Ligue internationale contre les pogroms, pour combattre justement les pogroms qui faisaient des morts, des blessés, des malheureux, des gens qui avaient perdu tout, notamment dans la sphère, disons, de ce qui sera plus tard le monde communiste. Eh bien, cette institution, cette ligue a été créée en 1927 et plus tard, elle deviendra, d'ailleurs tellement plus tard, un peu plus tard, elle deviendra la LICA, avec de très nombreuses personnalités. Et enfin, en 1979, elle prendra le nom de la LICRA. Et elle a connu, après Bernard Lecache, d'autres présidents. Aujourd'hui, nous en sommes au 5e président, à la personne d'Alain Jakubowicz. Alors, Jean-Pierre Alali et Haïm Musican, je voudrais rappeler la belle phrase de Bernard Lecache qui, dit-il, on ne peut plus attendre, car là-bas le sang coule, chez nous c'est de l'encre. Et l'un d'entre nous, Schwarzbach, n'a pas attendu. Oui, ça résume un petit peu tout ce qui s'est passé, en fait. Oui, ça résume tout à fait ce qui s'est passé. Je pense que Bernard Lecache, ce journaliste qui s'était rendu sur place, a compris qu'il était fondamental d'agir et donc a créé cette Ligue internationale contre les pogroms, comme le disait Jean-Pierre. Et ce qui est important, c'est de savoir que dès le départ, les principales personnalités morales qui vivaient en France et ailleurs ont adhéré. C'est-à-dire que dès le départ, il y a eu des gens comme la comtesse de Noailles, Maxime Gorky, il y a eu Einstein et d'autres qui ont fait partie du noyau des fondateurs. Et ça me semble très important de savoir que finalement, tout de suite, tous ceux qui voulaient dénoncer ces pogroms, ce génocide des Juifs en Ukraine, se sont mobilisés et ont alerté l'opinion publique.
Alors maintenant, Haïm Musican et Jean-Pierre Allali, les années passent très très vite. Nous sommes en 27, 34, donc quelques années, 7 ans après, le pogrom de Constantine. Lequel d'entre vous voudrait en parler? Écoutez, comme nous l'avons fait à quatre mains, donc si vous le voulez bien, on interviendra sur les différents thèmes ensemble. Tout à fait. Alors je dirais que le pogrom de Constantine, c'est l'une des images, malheureusement l'un des épisodes les plus méconnus de ce qui est arrivé aux Juifs en Algérie, à savoir que sous des prétextes quelque peu fallacieux, des musulmans s'en sont pris à la population juive de Constantine en 1934. Ils ont commencé par s'attaquer à des magasins, par s'attaquer à des devantures, à casser un petit peu tout, et puis ils ont tué des juifs, des dizaines de juifs, et ce qui est assez dramatique, c'est que la police, l'armée française a été extrêmement passive et a mis beaucoup de temps à bouger, à se remuer, et ce pogrom de Constantine a constitué un immense traumatisme dans la population juive d'Algérie. Et là aussi, ce qui à l'époque était l'ALICA, que l'ALICA est intervenu pour alerter l'opinion publique, pour demander aux autorités la condamnation des protagonistes, mais on peut dire que tout ceci ne s'est pas fait sans mal. Et Jean-Pierre, je pense que tu vas ajouter quelque chose sur cette affaire dramatique. Tout à fait. D'abord, sur le mot même de pogrom, je voudrais signaler que de nombreux historiens ont tenté justement d'affaiblir ce mot en parlant d'autres événements, massacres, etc. Vraiment, ça a été un pogrom tel qu'on imagine ce mot. On a eu la chance avec mon ami Haïm Musican, il y a longtemps déjà, en 84, de rencontrer des rescapés. Et ces témoins nous ont vraiment raconté ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Donc c'est important de le dire, car notamment dans certaines photos, certaines cartes postales, on parle d'émeutes, mais ça a été vraiment un pogrom. Et je crois que l'ALICA, tout en condamnant les auteurs de ce massacre, ont essayé par tous les moyens, et ça c'est vraiment typique de la Ligue jusqu'à aujourd'hui, essayer de réconcilier les gens et de rapprocher en somme les musulmans et les juifs, et bien entendu les autres, de façon à essayer d'amoindrir le choc. Et ça a été vraiment pour les juifs d'Algérie un moment, une période absolument terrible. Et je crois qu'il est tout à l'honneur de l'ALICA à l'époque, aujourd'hui on dit l'ALICRA, d'être intervenu à la fois pour condamner les auteurs de ce pogrom et pour tenter de réconcilier les populations. D'ailleurs, les amis, je crois que dans tout un chapitre, vous tenez à rappeler que l'ALICRA n'est ni une association politique, ni une organisation juive. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ça ? À ses débuts, elle a été, on peut dire, presque juive par essence, parce qu'elle se consacrait uniquement à des questions en rapport avec le judaïsme, Ligue internationale contre les pogroms, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Mais à partir du moment où le R s'est introduit dans la Ligue, il est évident qu'elle s'est intéressée à bien d'autres questions, dont la lutte contre toutes les formes de racisme telles qu'on les connaît aujourd'hui et même parfois au-delà. Oui, je voudrais quand même préciser que sans attendre le R, la Ligue a été présente dans des combats qui n'avaient strictement rien à voir avec l'antisémitisme, puisque par exemple, elle lançait une grande campagne de boycott des produits sud-africains pour lutter contre l'apartheid. Dans les années 50, lorsque la condition des Noirs en Amérique était vraiment très dure, ils étaient encore considérés pratiquement comme des sous-hommes.
la Liga s'est mobilisée, et là encore, par rapport à un certain nombre de massacres, de génocides qui sont arrivés ces dernières années en Afrique, la LICRA s'est portée partie civile dans un certain nombre de procès, et donc il ne faut pas oublier aussi que elle a constitué à plusieurs reprises, à plusieurs moments de son histoire, des sections un peu partout dans le monde, y compris, je dirais, dans des pays où la population juive est très peu présente, et c'est encore le cas aujourd'hui, où, par exemple, est en train de se créer une section de la LICRA en Tunisie. Avant d'arriver à l'époque toute contemporaine, mais contemporaine des 40 dernières années, vous avez quelques chapitres dans ce livre qui nous renseignent beaucoup, aussi bien sur l'histoire de David Frankfurter que sur la nuit de cristal. Et c'est important de savoir quelle est la position de la LICA de l'époque, puisque vous parlez également de l'énigme Grinspan, avec moult détails. J'aimerais bien que l'un des deux nous parle un petit peu de la position de Bernard Lecache à ce moment-là. Bien, Bernard Lecache, je donnerai la parole à Chaim dans quelques instants. Encore une fois, on est exactement avec ces deux cas que vous venez de citer, donc l'affaire Frankfurter comme l'affaire de Herschel Wittmann, on est, comme pour Samuel Schwartz, dans le profil même de ce qu'on appelle des vengeurs, c'est-à-dire des gens qui n'hésitent pas à se venger d'une manière particulièrement dure, en tuant ceux dont ils estiment qu'ils sont des assassins, et ce sont des personnes qui avaient besoin, lors des procès qui leur ont été intentés, d'être défendues, et Bernard Lecache, comme ses successeurs, ont bien entendu pris le parti de ces personnes parce qu'elles défendaient à la fois l'honneur de leur peuple et, ma foi, ils avaient le besoin de mettre en actualité, disons, sur le devant de la scène, les malheurs qui ont été nombreux du peuple juif à cette époque. Oui, je voudrais quand même restituer pour les auditeurs de RJM ce dont on parle, parce que c'est pas toujours évident. Les deux affaires dont nous parlons se situent alors que Hitler est au pouvoir et que les Juifs sont menacés et persécutés. La première affaire, l'affaire Frankfurter, est l'assassinat d'un responsable nazi en Suisse. Et la deuxième affaire est l'assassinat d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris par Grinspan, qui va être utilisé comme prétexte au lendemain donc de cet assassinat par les nazis pour organiser dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 la nuit de cristal. Et l'on sait que la nuit de cristal, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des synagogues qui vont être détruites, que ce sont des magasins qui vont être pillés, que ça va être des appartements dont on met dehors les juifs, et que c'est la première série de rafles et de déportation. Et donc, tout à fait naturellement, dans cette période de lâcheté, parce qu'il faut quand même dire que dans cette époque, la France, l'Europe était passive, que c'était l'esprit de Munich, eh bien, il y a des hommes courageux, avec en tête Bernard Lecache, qui se sont levés pour soutenir ces gens qui n'étaient pas des assassins, mais qui étaient des gens qui étaient là pour tirer la sonnette d'alarme, en disant qu'au-delà des Juifs, c'était toute l'Europe qui était menacée par les nazis. Et là, nous arrivons à une affaire à laquelle on tient vraiment, dans le devoir de mémoire, à rappeler les fondements et les aboutissants également, l'affaire Finali. Oui, l'affaire Finali, aujourd'hui, elle est oubliée. J'ai eu la chance, personnellement, de rencontrer les enfants... Les enfants en Israël. Ils étaient venus à Paris. Oui. C'était plus des enfants, c'était des messieurs, si vous voulez. Mais ça a été une affaire absolument extraordinaire et en même temps une affaire qui est vraiment typique d'une façon d'être qui a été celle du monde catholique à un moment de son histoire. C'est très classique et il y a eu certainement beaucoup d'autres affaires du même type à cette époque, c'est-à-dire
des parents qui sentent que le malheur va arriver, qui confient leurs enfants pour les protéger à une dame, Antoinette Brun, qui est catholique, et qui, dans un premier temps, ma foi, va jouer son rôle, c'est-à-dire moyennant une rétribution qui va s'occuper des enfants. Les parents vont mourir en déportation, mais qui, par la suite, ne va pas vouloir, en somme, les rendre à la famille, car il y avait de la famille un petit peu dans plusieurs endroits de la planète, si je puis dire, qui ont essayé de récupérer ses enfants après la guerre. Et cette dame n'a rien trouvé de mieux que de procéder à une conversion, dit-elle, des enfants. Et à l'aide de responsables de l'Église, les enfants ont été promenés un peu à travers l'Europe, en Espagne et ailleurs, de façon à les enlever, en somme, à toute poursuite judiciaire. Et fort heureusement, on a fini par mettre la main sur les enfants en Tinali, et en 1953, l'affaire a pu trouver une conclusion, si je puis dire, heureuse, et les enfants Tinali, effectivement, ont été amenés en Israël pour rejoindre la famille qu'ils avaient dans ce pays. Ils avaient de la famille également dans d'autres pays, mais beaucoup plus éloignés. Et il y a eu comme ça, à travers l'histoire, de très nombreux cas d'enfants qui, alors qu'on aurait dû les sauver et les rendre immédiatement à leur famille, malheureusement, ont été ensuite convertis. Certains n'ont pas voulu revenir à leur religion d'origine. Il y en a même un qui est devenu un curé célèbre. Tout à fait. Donc, et justement, voilà. nous arrivons, il y a un chapitre, c'est un juif au Vatican, parce que je crois que le travail de l'ALICA était important là aussi, et vous allez être à même de pouvoir en parler. Merci, Julie Isaac. Ce juif fort connu, qui effectivement a réussi par sa rencontre avec le pape à changer beaucoup de choses. Allons-y, Chaim Musican. Oui, alors, beaucoup de gens d'une certaine génération ont appris l'histoire à travers ce qu'on appelait les manuels Mallet et Isaac. Mais on ne sait pas toujours que Isaac, c'était Jules Isaac, qui était un historien de très grande qualité, dont une partie de la famille a été déportée pendant la Shoah, et qui s'est attelé durant toute sa vie à tenter de réconcilier juifs et catholiques. Il a été, avec Edmond Flegg, l'un des fondateurs de l'amitié judéo-chrétienne en 1948, et il s'est dit que peut-être avec l'arrivée de Jean XXIII, qui a succédé à Pie XII, dont on connaît la passivité pendant la Shoah, peut-être qu'on arriverait à faire changer les choses au niveau de ce qu'on appelle l'enseignement du mépris. Et grâce à l'ALICA, plus particulièrement grâce à son vice-président de l'époque, Jean-Pierre Bloch, eh bien, une visite privée a été organisée auprès de Jean XXIII, et avec beaucoup de force, beaucoup de conviction, Jules Isaac, qui était alors ce qu'on appelle un vieillard, a réussi à persuader Jean XXIII d'avancer dans ce qu'on appelle l'enseignement de l'estime, et non plus l'enseignement du mépris. Il y a la fameuse prière du vendredi soir, qui était une prière où, dans le cadre de l'office catholique, on méprisait les juifs et on les accusait de déicide, qui a été supprimée. Et puis, en 1965, a été convoqué Nostra Aetate, qui est donc cette fameuse rencontre où, pour la première fois, on a parlé d'un dialogue positif entre juifs et catholiques. Malheureusement, ni Jules Isaac ni Jean XXIII n'ont vécu ça, mais on peut considérer que c'est une très grande victoire de l'ALICA. Et puis, si vous le permettez, Monique, je voudrais faire juste un clin d'œil historique pour vous dire le chemin parcouru depuis cette rencontre
du 13 juin 1960. On regarde le chemin parcouru depuis le 13 juin 1960, qui est cette fameuse rencontre historique entre Jules Isaac et le pape Jean XXIII, qui avait été organisé par Jean-Pierre Bloch, et ce qui s'est passé il y a 17 ans, c'est-à-dire le 26 mars 2000, qui est la visite de Jean-Paul II à Jérusalem, Jean-Paul II qui va au Kotel, et puis qui a été suivi par Benoît XVI et François, le pape François. Eh bien, on peut se dire qu'un chemin formidable dans la réconciliation a été fait, et notamment, je crois que c'est grâce à l'ICA et Jean-Pierre Bloch, que nous avons bien connu, Jean-Pierre et moi, nous avait confié qu'à ses yeux, c'était le plus beau des combats qu'il avait menés. Je comprends tout à fait, c'est tout à son honneur. Alors justement, puisqu'on est sur le chapitre de Jean-Pierre Bloch et le rapprochement avec Vatican, vous consacrez tous les deux un chapitre à l'an prochain à Jérusalem. Et j'aimerais bien qu'on éclaircisse un petit peu la position de la LICA, puis de la LICRA vis-à-vis d'Israël. On peut dire que dès le début de son existence, la LICA a été très très proche d'Israël et de sa création. Elle a été bien entendu en faveur de la naissance de l'État d'Israël du temps donc de Bernard Lecache. L'un d'ailleurs des fondateurs qui s'appelait Lazare Rachlin, dont on parle d'ailleurs peu, et je suis heureux que dans ce livre nous en parlions un petit peu. Ah, je suis d'autant plus contente que j'ai consacré une émission entière à un livre qui a été écrit par son fils. Je connais bien François. Et donc, ce Lazare Rachlin était un ami de Menachem Begin, donc c'est des choses qu'il faut dire. Et pendant de très nombreuses années, vraiment on peut dire que la LICA et même la LICRA par la suite ont été aux côtés vraiment d'une façon très proche de l'État d'Israël et de ses préoccupations. Par la suite, et là on approche des années actuelles, la position de la LICRA est beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire qu'elle est, comme beaucoup d'autres organisations, en faveur de ce qu'on appelle la fameuse solution à deux États, maintenant une balance égale entre les droits des Juifs à vivre sur leur terre ancestrale en paix et en sécurité, aux côtés d'un État palestinien qui reste à créer. Mais voilà, c'est la position actuelle de la LICRA et peut-être pas plus éloignée d'Israël, mais en tous les cas, elle s'est rapprochée des positions palestiniennes dans un sens d'équilibre. Alors, bien sûr, on ne peut pas terminer cette émission sans féliciter le travail de Beth et Serge Klarsfeld. Tout à fait. Bien entendu, nous nous consacrons à ces deux héros de la lutte contre ce qu'on appelle la chasse aux nazis. Nous consacrons un important chapitre qui s'appelle « Pas de répit pour les nazis ». Et vraiment, on ne peut que saluer le courage que l'un et l'autre, Beate, dont on peut rappeler qu'elle est allemande de naissance, et qui a eu, on se souvient du fameux épisode de la gifle contre le chancelier Kissinger, vraiment ils ont été à la tête, à la pointe, et la LICA et la LICRA ont été à leur côté dans ce combat, à la pointe de la recherche de tous ces nazis qu'on a fini par récupérer et par mettre en procès ce qui n'était que justice. Alors, Jean-Pierre Halali et Haïm Musican, je ne peux pas terminer cette émission sans vous demander votre position à l'un et à l'autre sur le fameux procès intenté par la LICRA à Georges Bensoussan. C'est une affaire délicate sur laquelle, vous l'avez certainement entendu, de nombreux militants ont émis des protestations. C'est une affaire qui a posé des problèmes. Nous ne tenons pas avec mon ami Haïm à prendre position sur l'antenne, mais je peux vous dire que cette affaire nous a incontestablement chagrinés. Voilà, nous espérons que cette affaire qui s'est conclue, pour le moment en tous les cas, par, je pense qu'on appelle ça un non-lieu, que les choses en resteront là. Voilà ce qu'il y a à souhaiter, car Georges Bensoussan
nul ne l'ignore, est un grand bonhomme, un historien reconnu et un ami de la paix, un antiraciste convaincu. Donc je crois qu'il faudra, fort heureusement d'ailleurs, notre livre a été terminé avant que cette affaire n'intervienne. Ça nous aurait un peu embêté d'en parler. Je vous comprends tout à fait. Jean-Pierre Allali, Haïm Musican, je vous dis merci. Merci. Et je tiens à rappeler que votre livre « Les combats de la LICRA », avec une préface de Jacques Toubon, défenseur des droits, a paru aux éditions Glyph. Merci Haïm, merci Jean-Pierre. Merci Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.